Il y a quasi un an, j'ai décidé de m'intéresser à un manga, particulièrement en raison de son opening présent dans ma playlist. Et ce jour-là, je m'en suis souvenu. J'ai pris la plus grosse claque visuelle et scénaristique de toute ma vie. Et c'était le jour où j'ai découvert l'Attaque des Titans. Mais avant de s'intéresser à l'histoire de l'Attaque des Titans, il faudrait peut-être parler de ses origines. Connaissez-vous l'arbre monde Yggdrasil? Cet arbre relié à 9 royaumes dont le royaume des géants Jotunheim, où réside Ymir, le géant originel. Il fabrique des géants à partir de sa sueur et stop. Ça vous rappelle pas quelque chose? Des géants? Ymir, le géant originel, un arbre et 9 mondes reliés à l'arbre. J'insiste sur le chiffre 9. Ça ne vous rappelle vraiment pas l'attaque des titans tout ça? Un mur créé avec les sourcils d'Ymir pour se protéger des géants de glace, et cet endroit fut appelé Midgard. Bon, sans déconner, Isayama s'est clairement inspiré de la mythologie nordique afin de créer le lore de SNK. Et non, ce n'est sûrement pas une coïncidence, Timothée. Mais maintenant qu'on sait les origines du lore de l'attaque des titans, qu'en est-il du prototype de l'attaque des titans? J'imagine qu'on connaît déjà tous d'où est venue l'idée des titans à Isayama, et je vais vous la raconter tout de suite. Isayama travaillait dans un cybercafé quand il fut agressé par un client ivre qui, en lui criant dessus, n'arrivait même pas à prononcer un seul mot correct. Isayama se rendit compte que l'être humain peut facilement redevenir une bête féroce s'il est privé de sa conscience. Sauvage et difforme, Isayama trouva que leur faire arborer un sourire était plus effrayant qu'un visage sans émotion, et les titans étaient nés. C'est une histoire qui l'aura assez marqué pour créer un manga dessus. Mais ce manga, ce n'est pas celui que vous connaissez. C'est un ouvrage que j'ai réalisé alors que je ne savais même pas comment me servir correctement de mes outils de dessin. C'est peut-être honteux de dire ça, mais je préfère la version actuelle de SNK. Mais si le cœur vous en dit, allez-y, lisez. Un chapitre one-shot écrit et dessiné par Isayama, ayant reçu un prix pour celui-ci, ce qui lui donna de l'espoir pour son avenir en tant que mangaka. Et ce chapitre se nomme naturellement Shingeki no Kyojin. Ce one-shot raconte l'histoire de Murakumo, un soldat de l'armée humaine étant soupçonné d'être un titan. Et pause, je vais poser le contexte. Dans ce monde, l'armée a lancé un programme de sauvegarde de l'humanité après que des créatures dévoreuses d'hommes soient apparues sur la Terre et a dévoré 8% de la population humaine. Les humains se sont donc retranchés dans une cité entourée d'arbres géants qui les protègent des titans, car ils n'osent pas attaquer la nature. Murakumo, un soldat qui vit dans cette cité, est accusé d'être en vérité un titan infiltré, car ici, quand un titan mange un humain, il peut prendre son apparence, ce qui fait qu'un titan peut facilement s'introduire dans la cité s'il arrive à manger un humain. D'ailleurs, dans ce one-shot, le point faible des titans n'est pas leur nuque, mais un noyau placé au hasard dans leur corps. Bref, pour revenir sur le one-shot, il y a un personnage en particulier qui ressemble énormément à Gabi, et c'est Tsubaki. Et c'est marrant que Eren et Gabi soient étroitement liés dans SNK et aussi dans ce one-shot. Ils ont un caractère assez similaire dans SNK, et dans ce one-shot, Tsubaki veut devenir la disciple de Murakumo pour venger la mort de ses parents. Sauf qu'il a pas envie, mais il acceptera à une condition. Tsubaki devra s'entraîner 100 fois par jour. Vous constaterez les ressemblances physiques entre Murakumo et Eren et pas mal d'idées qui ont été reprises dans SNK, comme la forêt d'arbres géants, les titans shifters ou même la cité entourée de murs, mais surtout l'équipement tridimensionnel. Eh bien, on en retrouve les prémices dans ce one-shot, mais au lieu de lames d'acier, on retrouve des katanas, et c'est marrant car elles ont une fonctionnalité trop stylée qui a été retirée, et c'est qu'elles peuvent générer une flamme avec une sorte de briquet au bout du manche. Bref, pour revenir à l'histoire, pendant qu'il déchargeait des caisses, Murakumo se retrouva face aux soldats de la 5e garnison qui ont décidé de l'exécuter. Mais leur confrontation va être rapidement interrompue car Murakumo va subitement tuer un civil. Quoi? Mais ce n'est pas n'importe qui, car c'est le père de Murakumo, censé être mort dévoré par un titan. Vous avez capté? Non. Et par la suite, Murakumo engagea un combat avec le titan obèse. Non mais il s'appelle vraiment comme ça, hein. Mais Murakumo, aux portes de la mort, se révélera être un titan et affronte donc sous sa forme titanesque le titan obèse. Et oui, c'est toujours son nom. Et d'ailleurs, le titan de Murakumo est vraiment identique au titan d'Eren, donc voilà. Mais après un combat acharné, un second titan venait de faire irruption dans la ville et Murakumo se devait de le tuer. Or, le noyau de Murakumo était exposé à une attaque et ça, le titan obèse le savait. Mais malgré les avertissements de Tsubaki, Murakumo n'arrivait pas à esquiver et se prit le coup du titan en plein dans son noyau. Mais il réussit à détruire le noyau du titan obèse avant de succomber et ne laissa derrière lui qu'une disciple qui s'entraînera 100 fois tous les jours et qui ne s'arrêtera pas avant d'avoir dépassé son maître. Enfin voilà, après qu'Isayama ait reçu un prix pour ce one-shot, il décida de faire d'autres mangas qui, malheureusement étant beaucoup jugés sur son excentricité, ne reçurent pas le succès escompté. Pensant à renoncer à son rêve de pouvoir captiver le monde de par ses mangas, son éditeur l'appela pour lui proposer d'écrire une version longue de son one-shot. Et là, ce fut la révélation pour Isayama. Et après 6 mois à écrire et peaufiner son univers, et vous avez bien lu, un succès inattendu, et bien ce succès vous le connaissez tous, et le voici.
manga fut publié pour la première fois le 10 octobre 2009 dans le Weekly Shonen Magazine. Le niveau en dessin d'Isayama a énormément step up, mais une amélioration encore plus notable, c'est entre le premier et le dernier chapitre. Alors là, c'est vraiment incroyable, on voit vraiment une amélioration en 11 années de publication, et tout au long de ces 11 années, Isayama a toujours été très à l'écoute des critiques. L'avis d'un lecteur qui m'a peut-être le plus marqué, c'était au début. Quelqu'un avait écrit sur son blog quelque chose du genre: si l'auteur change son histoire à cause de l'avis des lecteurs, j'arrête de lire son œuvre. Grâce à cet avis, j'ai appris à mieux me positionner au niveau des critiques. Isayama est tellement à l'écoute des critiques qu'il a voulu s'excuser publiquement à propos de sa fin lors d'une rencontre avec ses fans aux États-Unis. Je voulais faire comprendre le point de vue d'Eren. Est-ce que j'y suis arrivé? Je ne suis pas sûr. Je suis vraiment désolé. Mais heureusement, la majorité de fans ayant aimé la fin sont venus remonter le moral d'Isayama en session dédicace et en conférence. Et il en lâche même une petite larme. C'est vraiment cool de voir ça quand même. Mais maintenant qu'on connaît les origines de l'attaque des titans, est-ce qu'il ne faudrait pas parler de l'œuvre en elle-même? Maintenant qu'il avait son univers, il devait créer les acteurs qui allaient jouer dedans. Et le tout premier personnage à avoir été créé est Mikasa. Il a imaginé son design en croisant une femme dans un café qui portait une écharpe rouge. Et après l'avoir dessiné, il a eu l'idée d'en faire le design de Mikasa. D'ailleurs, vous saviez d'où vient la phrase « Mikasa vaut plus que 1000 soldats » Eh bien, elle est tirée du roman japonais, je vous laisse lire. Voilà, c'est bon. Ce roman raconte l'histoire de, je vous laisse lire encore une fois, et on disait d'elle qu'elle valait plus que 1000 soldats. Donc voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Et son succès auprès des fans n'est pas un hasard, car le design du personnage a été mûrement réfléchi et avait pour but d'être affiché sur les posters et les figurines. Donc en gros pour faire de la thune, ouais. Isayama a dit en interview que la manière de percevoir le métier de mangaka différait du Japon par rapport aux pays occidentaux. Au Japon, le public juge une œuvre en la considérant comme un produit commercial, alors que l'œuvre est jugée de manière totalement différente à l'étranger, surtout en France, car on nous considère comme des artistes. Et je réponds: ah bon, je suis un artiste? Parce que moi j'ai surtout l'impression de fabriquer un produit. Ou peut-être car je n'ai moi-même pas de compréhension profonde de l'art, car je n'ai moi-même pas fait d'études dedans. En revanche, les autres personnages ont été créés en fonction des besoins de l'univers, comme Armin qui contient un peu de la personnalité d'Isayama. Car étant petit, Isayama habitait dans la petite ville d'Oyama, qui était entourée de montagnes. Et le petit Hajime Isayama a toujours rêvé de voir ce qu'il y avait au-delà. Ne me dites pas que vous avez pas fait le parallèle s'il vous plaît. Ils ont même fait une statue d'Eren, Armin et Mikasa devant le barrage de la ville. Mais l'univers avait besoin d'un personnage en particulier, et c'est le cas de le dire. Un moyen par lequel expliquer l'univers que vous aviez créé? On pourrait dire ça, oui. Eren est un personnage que j'ai souhaité comprendre au fur et à mesure que j'avançais. Agité, impulsif et un peu trop sûr de lui, toutes ces choses qui caractérisent le personnage d'Eren Yeager s'apparentent plutôt au contraire de son auteur, plutôt qu'à une image rémanente de lui-même. Une personnalité qu'Isayama a eu beaucoup de mal à s'imaginer tellement le fossé est immense, au point de lui permettre de se transformer en une version plus forte de lui-même. Et ça n'a rien d'étonnant, car étant plus jeune, Isayama, faisant un blocage sur son corps, s'est amusé à créer des héros capables de changer le leur. Mais tout ça apporte peu, car désormais, celui qui contrôle l'histoire, c'est Eren. Et si Isayama veut découvrir jusqu'où il va aller, il va devoir apprendre à le connaître. Quand le manga a été adapté en animé et que j'ai pu entendre la voix d'Eren, ça m'a aidé à l'étoffer. Lorsqu'il dit qu'il veut exterminer les titans, on peut percevoir sa faiblesse dans la voix de son doubleur. C'est que j'ai l'impression qu'il bluffe. Depuis, j'ai commencé à aimer Eren de plus en plus. Et c'est une parfaite transition pour parler de l'animé. Certains changements viennent directement d'Isayama qui voulait corriger quelques aspects de son manga pour l'animé. Il y a des choses dont je ne suis pas complètement satisfait dans mon manga. Donc j'en parle à l'équipe d'animation et c'est de là que viennent les différences entre le manga et l'animé. Mais ça ne veut pas dire que je pense que l'animé est la version finale. Simplement différente. Et même si l'histoire est achevée, son succès lui ne l'est toujours pas. Et si Isayama n'avait pas prévu une chose dans son œuvre, c'était justement un tel succès, jusqu'au point d'en arriver à faire des goodies et des jeux vidéo. Mais d'après lui, l'histoire a marché car son concept était original. Mais depuis sa sortie en 2009, l'attaque des titans a marqué le monde de par l'excentrisme du style d'Isayama ou encore par son animation. Mais il y a quelque chose d'autre qui a permis à l'attaque des titans de s'affranchir au Japon. Et ce jour-là, l'humanité s'en est souvenue. 6 août 1945. Une catastrophe si importante que le Japon pensait ne jamais pouvoir s'en relever. Les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki ont marqué l'histoire du Japon et celle du monde à tout jamais. Mais un homme nommé Tomoyoki Tanaka a voulu étrangement voir ces catastrophes différemment, sous forme de divertissement. Ce qui donne naissance au kaiju le plus connu, Godzilla. Une créature incarnant la peur et la faiblesse face au bombardement pour rappeler à l'humanité sa faiblesse. Un énorme succès qui en découlera plein de films, de jeux vidéo, etc. Par la suite, les kaiju pour une place importante dans la culture japonaise. Il y a même eu un manga dessus, Kaiju numéro 8 que je traiterai peut-être un jour car j'aime beaucoup ce manga. Bref.
Reprenons. Et même si Isayama ne s'est pas explicitement inspiré du genre pour concevoir son manga, mais plutôt de son vécu, c'est surtout le fait que les personnages se battent contre un ennemi commun qui a marqué l'esprit des lecteurs, tout comme les kaiju l'ont fait 60 ans auparavant. Et même si l'attaque des titans a aussi bien fonctionné, il faut se rendre à l'évidence que l'attaque des titans est surtout basée sur des traumatismes, comme les traumatismes de l'humanité avec les bombardements, le traumatisme d'Isayama au cybercafé et le traumatisme d'Eren à la mort de sa mère. Mais pourtant, s'ils ont tous un point commun, c'est qu'ils ont fait de leur traumatisme une force qui les pousse à toujours aller de l'avant. Et c'est ça la vraie force de Shingeki no Kyojin. Si jamais il y a des aliens qui nous regardent, je pense que c'est quand même un beau message. Au final, Shingeki no Kyojin raconte simplement l'histoire de l'humanité dans ses bons et mauvais côtés, et celle d'un garçon chasseur de la liberté. Vous arrive-t-il d'avoir envie de lire l'attaque des titans simplement en tant que lecteur ordinaire? Oui. Je voudrais que les gens s'emparent de cet univers et inventent des histoires à leur manière. C'est quelque chose que je ne pourrais pas faire moi-même. Tout comme les films de zombies forment un genre, j'aimerais que les géants mangeurs d'hommes puissent en être un aussi.